Vous écoutez La Consulte, le podcast qui déshabille les médecins. Bienvenue à vous. Aujourd'hui, à La Consulte, je reçois Nicolas. La vocation de Nicolas était de devenir médecin clown. Il est devenu médecin généraliste hypnothérapeute. Très rapidement, pendant ses études, Nicolas abandonne les cours. Il ne se reconnaît pas dans l'enseignement hospitalo-centré. Mais il va en stage avec plaisir pour apprendre aux côtés des patients. Après quelques années de remplacement, Nicolas s'installe, crée une maison de santé, assure le suivi d'une patientèle conséquente et fait une formation qui marque le tournant de son activité, l'hypnose. Avec Nicolas, nous avons parlé de relations avec les patients, de la place de l'humour, d'avoir une approche holistique, mais aussi de ce qu'est l'hypnose, de son impact dans la vie de Nicolas et de lecture. Je vous laisse en compagnie de Nicolas. Bonne écoute. Bonjour Nicolas. Bonjour Anne-Lise, merci de m'inviter dans ton podcast. Eh bien écoute, tu es le bienvenu. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter de la manière dont tu le souhaites, s'il te plaît ? Je m'appelle Nicolas, j'ai 42 ans, je suis médecin généraliste installé depuis 2015 et je suis hypnothérapeute depuis 2018. J'ai 2 enfants, Com et Edgar, qui ont 10 et 12 ans. Et alors, tu voulais faire quoi, toi, quand tu étais petit ? Je vais faire médecin clown. Médecin clown. Voilà, tout à fait, parce que j'avais un pédiatre extraordinaire et ce pédiatre m'a donné envie d'être comme lui, c'est-à-dire soigner les gens et faire rire aussi les gens quand ils sont malades. Donc je disais à ma maman, je vais être comme lui, médecin clown, plus tard faire rire et guérir. Et t'as jamais été tenté par autre chose que médecin clown ? Jamais, jamais, jamais. C'était une vocation plutôt petit. J'ai toujours eu ça en tête, malgré que des fois les professeurs m'ont fait comprendre que j'avais pas le niveau pour entrer en médecine, mais j'ai toujours eu confiance en moi et j'ai été jusqu'au bout, même si j'ai fait 2 P1, mais j'ai réussi et ma foi, c'était vraiment une vocation et heureusement que je suis là où je suis aujourd'hui. Et donc, t'avais ce modèle, ce pédiatre qui te faisait rire et qui te soignait. Et est-ce qu'il y avait d'autres médecins dans ton entourage ? Est-ce que tu avais d'autres Non, enfin modèles ? j'avais un oncle, que je côtoyais peu, qui était médecin, Cheverny, et par contre ma mère était prof de biologie et elle pour le coup elle voulait être médecin depuis toute petite et elle a jamais pu être médecin. Donc je pense qu'elle a transféré sa motivation sur moi et elle m'a encouragé durant les études à réussir et à faire médecine. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur la façon dont tu imaginais le métier à cet âge-là, quand tu avais 18 ans ? Tu pensais que tu serais comment quand tu serais médecin ? Euh, Rapidement, j'ai compris que je ne pourrais pas me limiter à une spécialité. Il fallait que je touche un petit peu à tout pour pas tourner en rond et voir le plus de choses et de gens possible. Donc rapidement, j'avais en tête la médecine générale. Et ça s'est rapidement conforté avec les stages que j'ai pu faire à l'hôpital et les rencontres que j'ai pu avoir. Et aussi en subissant, on va dire, les cours et les process de la faculté où tout est hospitalo-centré, très segmenté, très compartimenté, très spécialisé. Et j'ai vite compris que je voulais être médecin généraliste et pas du tout être spécialiste. T'étais quel genre d'étudiant ? Plutôt studieux, plutôt Un très bon élève. fêtard ? Non, 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 j'étais un bon élève depuis tout petit, au premier rang, avec des grosses binocles, à lever la main pour répondre aux questions. Ma mère était prof, donc voilà, fallait respecter les professeurs, fallait travailler. En première année de médecine, la première année, j'étais plutôt en mode repérage. J'étais avec une copine qui était en pharmacie, qui elle aussi s'est accordé 1 an de repérage. Et la deuxième année, on a bourriné, on a vraiment travaillé comme des dingos. Je me rappelle avoir fait 15 heures de révision de suite un dimanche, là, vraiment intense. Donc on a bossé comme des fous et ça a payé puisqu'on a réussi tous les deux à passer notre concours. Donc voilà, plutôt travailleur. Puis par la suite, j'ai quand même profité, comme j'espère tous ceux qui sont en médecine, de P2 et puis des années suivantes où on a plus de moments de liberté, de rencontres et de partage de soirées, où là, en effet, on peut s'accorder plus de jouissance et d'éclate, quoi. Tu disais très vite, tu te rends compte que l'hôpital et les spécialités centrées sur les organes, c'est pas ton truc. Je sais pas toi comment c'était dans ta fac quand t'as fait tes études, mais c'est quand même, je trouve, assez compliqué des fois de se dire je veux être médecin généraliste quand t'as des enseignants qui te disent que si tu ne bosses pas, si t'es mal classé, tu finiras généraliste péta ou schnock Ça, quand même. c'est ça, c'était un peu la punition, quoi. C'était un peu les derniers de cordée qui finissaient généralistes. C'est carrément ça. Après, je pense qu'il faut il faut être en lien avec soi-même depuis le départ. J'avais eu en P1
l'intervention de Martin Winkler, qui a écrit Emma Sachs en 98. Et dans son livre, il parle de Bruno Sachs, qui est un généraliste qui est passionné et qui écoute ses patients souffrir en silence, mais qui viennent dévider leurs plaintes au cabinet. Et Bruno Sachs, lui, il va prendre soin de lui parce que personne prend soin de Bruno Sachs. Et j'ai été sensibilisé un petit peu à cette approche de médecine générale déjà en P1 par ce biais-là, par ce livre-là. D'ailleurs, il y a eu un film après avec Albert Dupontel qui avait été fait. Mhm. Et j'avais dès le départ compris que voilà, j'avais besoin d'être en lien avec les patients, d'être dans un cabinet loin de l'hôpital, écouter les gens, tout en faisant attention à moi. Mais je me reconnaissais pas dans le modèle hospitalier en fait rapidement, y compris dans les discours des professeurs qui étaient là au tableau parfois avec un ton un peu, comment dire, faites comme moi, j'ai raison, c'est comme si c'est comme ça. Et toujours une démarche aussi de réflexion par rapport à l'internat, par rapport au concours, et pas tellement à ce qu'on peut vivre au quotidien par rapport aux patients. C'est pour ça que j'ai arrêté les cours en janvier de P2. J'allais plus en cours du tout. On avait des systèmes de Ronéo, tu sais, où les Mhm. étudiants prenaient notes, mais j'ai rapidement arrêté les cours. J'estimais que c'était peu utile d'aller en cours, que les bouquins étaient très bien faits, des conférences, qu'il fallait juste lire, prendre des notes et se former quand on a envie de se former. Je m'étais dit que rapidement, de toute façon, j'étais pas bien classé internat, c'était pas grave, parce que quoi qu'il en soit, j'aurais une place en médecine générale quelque part. Donc voilà, j'ai profité des études, j'ai aimé les stages, j'ai aimé les formations comme la sémiologie ou autre, mais rapidement j'ai quitté l'enseignement théorique et trop une fois de plus hospitalo-centré quoi. Et en stage, t'arrivais à t'épanouir et à aimer Complètement, ce que tu faisais? Ouais? complètement. Ouais, je trouve qu'il fallait. C'est ce que je dis aux étudiants qui sont avec moi ici, là, quand ils viennent ici. Il faut vraiment voilà, prendre note. Il faut s'enrichir des rencontres, tant des médecins que des patients. Et j'ai vraiment pris plaisir durant mes études, hein, vraiment. Même si parfois c'était difficile, mais j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup avec les patients. Donc ouais, franchement, c'était hyper intéressant et c'est un process qui m'a permis de me construire, d'apprendre des choses et pour aboutir à ce que je suis aujourd'hui. Tu dirais que c'est quoi l'apprentissage le plus important de cette époque, le truc qui te porte encore aujourd'hui? Les patients, le patient et pas le numéro 43 ou la chambre au bout du couloir, mais le patient dans son tout. Psychosomatique, bien sûr l'approche médicale qui fait qu'on apprend des choses purement théoriques, pratico-pratiques, comment faire une infiltration, comment raisonner par rapport à une douleur, choses comme ça. Et puis tout ce qu'il y a autour, comment le patient se place face à une plainte, face à une souffrance, face à une maladie, comment il est considéré dans son ensemble. Et moi, c'est ce qui m'a permis voilà, de mieux aborder, je trouve, la médecine dans son aspect général, non pas que purement pratique et théorique. Mmh, tu toujours eu ça finalement, voir le patient derrière la maladie, je peux le formuler comme ça? Tout à fait, ouais, tout à fait. Je pense que il y a une grosse part d'empathie en moi depuis longtemps. Je pense que je suis très à l'écoute des gens, je suis un peu éponge et j'ai rapidement compris qu'il n'y a pas de douleur il n'y a pas de corps sans esprit et d'esprit sans corps, en fait. Et que c'est difficile de traiter un patient si on considère que la maladie en tant que telle. Et je pense qu'on peut tous attester, on est passé en stage, on a bien vu que des fois, le simple fait de faire une infiltration suffit pas. Il faut un temps d'écoute, il faut un accord, enfin une alliance thérapeutique, un temps de partage qui me paraît nécessaire. Et dans ce cursus, dans cet externat, donc tu as fait grandir le médecin, mais le clown, il était où? Eh ben, le clown était en soirée. Le clown était en soirée avec une faluche sur la tête. Non, le clown, je pense que, tu sais, des fois, je pense que par rapport à la souffrance, il faut savoir en rire ou prendre du recul, ou un peu de dérision, autodérision. Quelque part, le clown, c'est celui qui va permettre de pas avoir les larmes qui coulent, face à la souffrance. Le clown, c'est celui qui parfois rigole de certaines situations qui sont pas forcément drôles, mais qui permet voilà, on prend un peu de recul, un peu de distance. Donc quelque part, ça reste, en arrière-fond. Et puis le clown, il est resté là aussi pour peut-être parfois pour faire rire des gens qui avaient pas envie de rire. Tu as réussi à faire rire des gens qui avaient pas envie de rire? Ouais, je pense que des fois, quand on arrive à mettre des mots, quand on arrive à faire je pense que quand le lien thérapeutique est là, quand la confiance est là, on peut des fois vraiment rire de certaines choses qui sont même parfois un peu difficiles.
Je dis pas que j'ai toujours réussi, mais je pense que ça a permis des fois en effet de désamorcer des situations un peu compliquées, que ça soit dans une situation d'urgence ou dans des situations plus difficiles comme les soins palliatifs ou autres. Ouais, tout à fait. Tu utilises, l'humour, clairement comme un outil dans ta relation, ouais, pour désamorcer des situations un peu difficiles. Exactement. Et encore aujourd'hui, au quotidien, avec les enfants, avec les adultes, je pense que savoir rigoler de certaines choses, savoir mettre un sourire sur un visage, c'est déjà beaucoup, je pense, dans la relation qu'on peut avoir avec le patient. Tout à fait. Et puis sourire à l'autre, c'est aussi se sourire à soi. On sait que quand on fait le geste de sourire sur le visage, le cerveau il enregistre qu'on sourit, donc on a une libération d'endorphine. Ça fait du bien de se faire du bien. Et je suis présentement en train de sourire. Et tu eu des bides des fois? Est-ce que j'ai eu des bides parfois? Sûrement, bien sûr. Je les ai pas en tête, mais bien sûr, on peut pas toujours réussir comme on le souhaite dans tout ce qu'on fait d'ailleurs. Euh, mais quelque part, si j'ai échoué pour le patient, j'ai peut-être réussi pour moi, ou inversement. Quelque part, il y a toujours une réussite, quoi. On va voir ça comme ça. Est-ce que quand tu étais externe, tu as eu l'occasion de passer en stage, chez le médecin généraliste, chez un médecin généraliste ou pas? Oui, tout à fait. J'avais fait une découverte de 2 jours, qui était pas forcément hyper intéressante, parce que très passive, très spectateur. Mais bon, ma foi, ça me plaisait quand même. Et puis après, j'ai eu l'occasion de passer en stage en tant qu'externe, puis en tant qu'interne. Donc là, ça a conforté mon choix et des rencontres intéressantes aussi de voir que la médecine générale se dessine selon qui est le médecin et que les patientèles sont différentes, les cabinets, les façons de travailler sont différentes. Donc ça m'a montré aussi qu'on pouvait vraiment faire une médecine comme on le souhaite et pas comme des fois on veut nous l'imposer, comme des fois on veut nous l'imposer aussi à l'hôpital ou dans les services. Prendre du temps, être empathique, sortir un peu parfois des systèmes un peu cloisonnés, des protocoles de soins, choses comme ça, ouais. Tu as eu l'occasion, pendant ton internat, de rencontrer des praticiens qui avaient une pratique qui ressemblait à ce que toi, tu avais envie de faire? Je pense que les gens que je rencontrais avaient cette empathie qui me tient à cœur, puisque j'étais médecin et médecin généraliste, et j'avais cette sensibilité qui me parlait, qui était là, et je pense qu'à chaque fois, je me suis reconnu plus ou moins dans les maîtres de stage que j'ai pu côtoyer, et je me sentais pas vraiment différent d'eux quelque part. Et dans ta maquette de médecin généraliste, il y a quand même, des stages à l'hôpital. Tu les as vécus comment, ces stages à l'hôpital? J'ai vécu comme tous mes stages de façon très positive, même si parfois des difficultés, notamment écarts, des choses comme ça, mais que ce soit en pédiatrie, en gynéco, aux urgences, en médecine interne. Une fois de plus, j'ai appris au lit du patient, j'ai appris avec les pairs, avec les chefs, avec les co-internes, et tout ça est un enrichissement qui m'a permis d'avoir un bagage, d'avoir des outils qui aujourd'hui me servent encore au quotidien. Donc tout ça est un vécu très positif en fait. Je dis souvent aux étudiants, tu sais, moi j'ai adoré mes études, je regrette rien du tout. C'est vraiment un parcours que j'ai adoré et qui aujourd'hui m'a permis d'être à la bonne place. Ça fait du bien d'entendre ça des fois aussi, de de valoriser un petit peu quand on a tendance à tirer un peu sur les études de médecine qui sont trop longues, qui sont difficiles. Moi, je trouve que c'est pas long quand on aime les choses, c'est jamais long en fait, hein. Quand on aime manger du chocolat ou voir un bon film, c'est jamais trop long, quoi. C'est jamais embêtant. Donc voilà, donc je pense qu'il faut voir ça d'un côté très très enrichissant, ouais, sur le plan personnel et puis au niveau de la pratique. Puis ça sert aussi de passer en stage, de se confronter à même des spécialités pas forcément qu'on apprécie. Moi, la gynéco, je suis pas fan, mais j'ai eu besoin de passer en gynécologie comme de passer aux urgences, alors que j'aime pas du tout les urgences. Mais c'est formateur, c'est utile. Ça appartient aussi à notre activité de médecine générale de pouvoir parler de tout et faire un peu de tout. Et donc tu as cet internat qui se passe bien, tu apprends et ensuite, tu fais quoi? Tu t'installes tout de suite? Ensuite, je change de vie puisque je me sépare de ma copine de l'époque, donc je change de région. Je me rapproche de mes amis de fac, puisque mes amis de P1 sont mes amis d'aujourd'hui, mes amis pour la vie, je pense d'ailleurs. Et je me rapproche d'eux à Nantes, et puis voilà, je remplace, je prends du temps, je réfléchis, euh, je peaufine ma thèse, qui est une thèse qui sort un peu aussi comment dire, des réflexions scientifiques un peu plus classiques, hein. Ma thèse, de mémoire, c'était futur généraliste entre mutation sociétale, vécu de la formation et désir d'autonomie. Voilà. Donc j'avais interrogé
12 co-internes quand j'étais interne que j'ai réinterrogé un an après sur leur vécu des études, leur vision de la médecine et comment ils se voyaient travailler dans les années à venir. C'est ma thèse qui a pris place par la suite en 2010. Et puis j'ai remplacé jusqu'à 2015 où je me suis installé. Ça se passe comment, cette décision de t'installer? Pourquoi tu arrêtes de remplacer? Pourquoi tu veux t'installer? Comment tu veux t'installer? Comment ça se passe? En fait, ça correspond au temps que habituel, c'est-à-dire que les étudiants, enfin les thésés ou les non thésés s'autorisent en général 5 à 7 ans de remplacement. C'était le temps en effet que j'avais remplacé. Et puis en arrivant ici en Eure-et-Loire, j'ai rencontré un médecin qui était le médecin de ma future épouse et qui était aussi le père d'un copain de fac de Tours, pur hasard, et qui me dit écoute, tu sais, je pars à la retraite si tu veux, tu prends la suite. Donc lui travaillait chez lui à l'ancienne dans son sous-sol de maison. Je dis écoute, moi non, il faut que je sois dans la mouvance actuelle, c'est-à-dire qu'il faut que j'ai une maison médicale. Et il me dit écoute, tu vas à la mairie, tu as les clés du camion, tu construis une maison médicale, tu fais ce que tu veux et tu t'installes. C'est ce que j'ai fait en fait. J'ai peaufiné pendant 3 ans un projet avec la mairie, avec des architectes et un bailleur social pour créer une structure avec voilà, une maison de santé, loin des dépendances et des contraintes de l'ARS. Je voulais vraiment qu'on soit libre. Donc j'ai monté un projet d'installation. Et puis pendant un an, j'exerçais seul dans un petit cabinet attendant que la maison soit construite. Et puis en 2016, le pôle de santé a ouvert et puis j'ai pu travailler en équipe comme je le souhaitais. Voilà. Et à quel moment tu rencontres, l'hypnose dans ta pratique? Alors je rencontre l'hypnose déjà, en fait la réflexion sur la conscience et l'inconscience, puisque l'hypnose on parle beaucoup d'inconscience, c'est fait en fait très très tôt, puisqu'à Tours, en première année de médecine, on avait une discipline d'examen qui était sciences humaines, qui est le plus gros coefficient d'ailleurs de cotation pour le concours, de 90 points, je crois de mémoire, que les biocelles c'était 60 par exemple. Et dans cette formation de sciences humaines, il y avait déjà euh, des cours sur le développement psycho-affectif, sur la communication thérapeutique, sur ce qu'est la conscience et l'inconscient. Donc déjà, je pense qu'à cette époque, j'étais sensibilisé par cette approche un peu holistique de la médecine et qui fait écho à l'hypnose d'aujourd'hui. Ensuite, par rapport à l'hypnose en tant que telle, j'ai remplacé un médecin ici en Eure-et-Loire qui, pourtant très cartésien, un petit pratiquant catholique avec le crucifix au-dessus du bureau, qui pratiquait l'hypnose. Donc ça me paraissait un petit peu contradictoire. Et en le remplaçant, les patients que je voyais en consultation me parlaient d'hypnose. Je me dis, écoutez, voilà, j'ai rencontré le médecin pour tel ou tel problème, on a fait de l'hypnose, ça va beaucoup mieux. J'étais un petit peu dubitatif, mais enfin, je me dis, bah, en même temps, si ça marche, et puis si ce médecin le fait, c'est quelque part, il peut avoir des réponses intéressantes à envisager. Donc j'ai ouvert une porte à cette époque, et puis, je crois que c'est 2, 3 ans après, euh, j'ai reçu un courrier de formation continue, de découverte d'hypnose, 2 jours à Tours. Donc, je me suis inscrit, et j'ai été voir, et j'ai pris une claque. J'ai pris une claque personnelle et une claque professionnelle face aux personnes qui étaient là pour nous faire découvrir l'hypnose. Et là, j'ai compris qu'il y avait un tournant. Et j'ai compris que ma vie allait changer tant au niveau personnel que professionnel. Voilà, le début de l'histoire. Pourquoi tu prends une claque? Je prends une claque parce que je me rends compte que ce médecin qui est là, qui me parle, qui est un professeur de la faculté de médecine de Rennes, me parle d'hypnose comme un outil thérapeutique pour lequel on m'a jamais parlé du tout durant les études de médecine, quoi. Donc je me dis, pourquoi pendant 10 ans, on n'a pas parlé d'hypnose? Pourquoi l'hypnose n'est pas présent durant les stages? Pourquoi l'hypnose n'est pas présent durant les cours? Alors que ce médecin qui est là, qui est professeur de médecine générale à Rennes, nous parle d'hypnose comme un outil thérapeutique euh, intéressant, efficace au quotidien. Première claque. Deuxième claque, c'est que, étant un petit peu quand même méfiant et très cartésien, je me propose en tant que cobaye numéro 1 à ce séminaire. Est-ce qu'il y a un volontaire dans la salle? Ben écoutez, moi je suis volontaire et j'expérimente durant quelques instants l'hypnose très simple face à des contraintes médecins qui étaient là aussi pour se former. Donc je suis assis sur une chaise et puis le formateur m'induit en hypnose et je crée un état de conscience modifié à ses côtés qui m'interpelle. Et je me dis, bah, à la fois, c'est quelque chose que je connais au quotidien, mais c'est quelque chose qui vraiment apporte un changement de perception qui est intéressant. Et de ce principe-là, durant ces 2 jours de formation,
j'ai appris des choses très simples en hypnose basique, on va dire, et je me suis dit, ok, c'est le commencement maintenant, je vais me former beaucoup plus que ça, je vais aller jusqu'au bout des choses pour avoir ce bagage en main et pouvoir l'utiliser pour les patients au quotidien, bien sûr, mais aussi pour moi en tant que sujet face à des problèmes personnels ou des difficultés que je peux rencontrer. Est-ce que tu peux nous en dire un peu 2 mots sur l'hypnose? Parce que on peut avoir cette image de l'hypnose, Très spectacle. ouais, où finalement, tu me mets en état d'hypnose et puis tu vas me demander, de lever le bras, de faire la roue, enfin n'importe quoi et puis moi je vais le faire et puis après tu vas claquer des doigts et puis tout le monde rigolera et moi je me souviendrai de rien, quoi. C'est un peu C'est ça. Bah, l'image en fait, caricaturale qu'on a, enfin. mais parce que c'est l'image qui est véhiculée principalement à travers la télévision avec Mesmer qui fait des spectacles comme ça j'ai envie de dire de manipulation hypnotique. Bon, ça existe, c'est vrai, c'est le côté spectacle. Euh, je pense que parfois il y a un peu de tricherie aussi dans ce qu'on peut voir, mais il y a aussi des choses qui sont vraies. Mais ça met en effet une image très dominatrice de l'hypnose. Et le patient est complètement dépendant de l'hypnotiseur, ce qui n'est pas du tout le cas en hypnose médicale. Alors si on devait un peu voilà parler un peu d'hypnose et voir quels sont les différents types d'hypnose, moi je dis souvent aux patients qu'on doit démystifier déjà. Il faut vraiment expliquer aux patients ce qu'est l'hypnose et simplement il y a l'hypnose donc de spectacle pour le spectacle. Et il y a l'hypnose on va dire à l'hôpital qui sert par exemple à l'hypnosédation, anesthésie, il y a l'hypnoanalgésie pour les douleurs. Et puis il y a l'hypnose thérapeutique qui se fait donc plutôt en ville par des médecins, des psychologues, des psychiatres, et qui est plus un accompagnement du patient qu'autre chose en fait. Voilà. Donc il faut vraiment dire aux patients en hypnose, vous allez reprendre le contrôle, c'est vous qui allez faire le travail et pas subir, on va pas vous faire faire la poule, ni l'éviter au-dessus de la table, mais on va vous accompagner à un changement de perception, un état de conscience modifié qui va faire que votre problème, votre difficulté euh, va pouvoir se modifier et on va pouvoir l'aborder différemment pour en trouver une solution, voire un soulagement. Est-ce que ça répond un peu à la question? Ce que tu m'expliques là, en fait, c'est que l'hypnose qu'on voit comme quelque chose où le patient est très passif, en fait, Oui, c'est pas du tout ça. c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, puisqu'en fait, si l'hypnose aujourd'hui, qui est faite en France, on dit ericksonienne. Pourquoi? Parce que elle est, entre guillemets, fondée sur le travail de Milton Erickson, qui était un psychiatre américain dans les années 1920, et qui a vraiment mis à second souffle à l'hypnose. Et c'est vrai qu'avant Erickson, on avait une hypnose très directive, avec la période de Charcot ou de Freud, où on avait vraiment un patient qui était, on va dire, corvéable, dormez, je le veux. Et puis Erickson, lui, a complètement révolutionné un peu l'hypnose en parlant d'un inconscient qui était une force vitale positive, un réservoir de ressources. Et par un langage métaphorique, on donne aux patients les clés, des solutions, un accompagnement où il devient vraiment acteur de sa guérison. Donc c'est complètement l'inverse, c'est pas être passif, c'est être acteur en fait quand on fait de l'hypnose. Et quand on dit aux gens c'est vous qui allez faire, ça, alors à la fois ça les stresse, mais je sais pas faire. Ils me disent en fait on va le faire à deux. Moi je vais être là pour vous accompagner et vous allez faire le travail, c'est un travail d'hypnose, un travail de soulagement. Ce qui est un peu, ce qui peut paraître parfois confusionnant, c'est quand on fait de l'hypnose, les patients parfois en effet sont dans un état un petit peu on va dire de léthargie ou de somnolence, les yeux sont fermés, la posture un petit peu relâchée. Donc on pourrait croire comme ça qu'ils dorment, qu'on les manipule, en fait pas du tout. Ils sont dans un hyper éveil, on va dire interne, moi je dis souvent que tous les sens sont dans tous les sens à l'intérieur et qu'en fait à l'extérieur ça dort, à l'intérieur ça bouge beaucoup. Mais on a l'impression comme ça qu'en effet il est manipulé, quoi, qui dort, qui est complètement léthargique, alors qu'en fait pas du tout. Et alors, pour en revenir à toi et à ton parcours avec l'hypnose, donc tu fais cette initiation de 2 jours. En Tu, 2017, ouais, ouais. Et ensuite, tu dis, OK, je veux me former, je veux être au taquet là-dessus. c'est ça. En fait, j'ai l'impression, si tu veux, que cette formation a ouvert, a poussé une porte qui est déjà ouverte. En fait, c'était un bon timing en plus, quoi. J'étais installé, voilà, j'ai une grosse patientèle, mais j'étais à l'aise avec mes patients, mes dossiers. Il fallait que quelque chose arrive, quoi. Et c'est arrivé au bon moment. Et cette porte était déjà plus ou moins ouverte, je pense, par le côté un peu empathique que je peux avoir, l'approche un peu holistique du patient,
ces réflexions qui ont eu lieu durant les services, les stages, les cours de sciences humaines, cette porte qui était à moitié ouverte a été poussée par cette formation en 2017. Tu étais dans une pratique, voilà, tu avais trouvé une routine Oui, et il manquait le petit niveau supérieur mais à ton il côté manquait aussi empathique. l'approche. Il manquait l'approche plus holistique, il manquait l'outil qui parfois est utile quand la médecine a des limites. Il manquait le truc qui fait que des fois j'ai le cœur qui bat vite parce que c'est une passion pour moi. Il manquait cet outil qui fait que le temps de consultation est différent avec le patient. Il me manquait cet outil qui permet qu'au quotidien, quand ça va pas, j'utilise l'auto-hypnose. Il manquait cet outil que je peux communiquer à ma famille, à mes proches, à mes enfants. Donc tu vois, ça va bien plus loin que le simple outil médical pur, complémentaire à la médecine traditionnelle. Juste pour revenir tu te formes à l'hypnose, ça te prend Oui. combien de temps et à quel moment tu dis: «OK, là c'est bon, je suis prêt, je me sens prêt, Ouais. j'applique avec mes patients»? Alors en fait, les 2 jours de découverte sont la découverte. Donc on serait prétentieux de croire qu'on peut dès le lendemain, faire de l'hypnose, mais on comprend déjà durant ces 2 jours que le langage qu'on va utiliser avec les patients est très important dans le soin. Donc le communiqué, positif, les mots positifs, les postures qu'on peut prendre, parfois les silences, l'intonation de voix a un rôle dans le soin. Déjà ça, c'est très basique. Déjà au bout de 2 jours, je comprends ça. Après pour les techniques pures d'hypnose, il a fallu se former et de façon un peu plus conséquente quand même. Donc j'ai suivi le parcours de cette école de Rennes là, qui s'appelle Hypnose Santé Formation, où on avait des séminaires d'une semaine entière, où on était dans un gîte sur place entre soignants, principalement que des médecins, et du matin au soir on fait de l'hypnose, donc très peu de théorie mais beaucoup de pratique. Et on fait des séminaires donc alors, le premier c'est hypnose perfectionnement, après il y a hypnose enfant, ensuite il y a hypnose fractionnée. Donc j'ai dû faire 4 ou 5 séminaires d'une semaine entière, plus des supervisions où on doit ramener des vidéos de ce qu'on fait pour qu'on soit un petit peu supervisé par les pairs, voir si ce qu'on fait est quand même bien au cabinet. Et puis à côté de ça, parce que la passion est débordante pour moi, je lis beaucoup de bouquins, je regarde beaucoup de vidéos, j'écoute pas mal de podcasts pour compléter la formation que j'ai à Rennes avec des outils qui n'ont pas forcément été abordés à Rennes, mais qui sont intéressants aussi. Donc ça prend beaucoup de temps, c'est très chronophage, je suis très scolaire, ce qui fait que quand je lis un livre, je prends beaucoup de notes. Quand j'écoute un podcast ou je vois une vidéo, je prends beaucoup de notes. Donc c'est un temps qui est dédié à ça, mais qui est important pour moi, pour avoir des outils, pour avoir un bagage, pour faire la chose correctement. Voilà. Donc ça a pris beaucoup de temps et ça le prend encore puisque je continue à me former. Je forme aussi maintenant des gens, donc ça c'est chouette. Mais surtout, je continue beaucoup à lire et puis à m'inspirer de ce qui peut être fait aussi un peu ailleurs, parce qu'en fait, il y a plein de façons de faire d'hypnose, même si la base est ericksonienne. Il y a autant d'hypnose que d'hypnothérapeutes, si on peut dire. Donc, il y a des gens de renom qu'on peut citer comme Kevin Finel ou Dr Benaïm ou choses comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont vraiment inspirants pour la pratique du quotidien. Et il s'agit pas de plagier, mais de s'inspirer. Et pour mettre en pratique, tu te lances tout de suite, tu vas en formation, tu vas en séminaire une semaine et tu as des exercices à faire au cabinet avec tes patients que tu filmes du coup et ensuite il y a une supervision. Tu, Exactement. Alors, voilà. tu te En fait, lances si tout de tu veux, suite le en premier fait. séminaire, oui, le premier séminaire est sur une semaine intense, on va dire, de 7 à 8 heures par jour d'exercice. Ça part trinôme, on est 3 médecins, et puis on a des exercices comme ça de travail, de perfectionnement en hypnose, avec des débriefings par la suite. Donc tout ça fait qu'on a au bout d'une semaine un bagage assez suffisant pour commencer l'approche hypnotique sur des choses assez simples, hein, pas non plus se lancer dans du psychotrauma, mais on a en effet des outils assez concrets, assez pratiques pour rapidement faire. Donc moi j'étais en mars 2018, je me rappelle très bien, j'ai commencé avec ma première patiente à faire de l'hypnose. Voilà. Alors c'est une patiente d'ailleurs qui est devenue une amie aujourd'hui, qui est une copine, une amie, pur hasard, mais à l'époque elle était très stressée, elle avait du mal à prendre du recul sur son quotidien, des angoisses qui l'envahissaient. Donc on a travaillé un petit peu là-dessus, et ça lui a apporté du bien, donc j'étais en confiance et j'ai continué comme ça au quotidien. Et depuis 2018, c'est quasiment une séance par jour hein, d'hypnose, voire deux, quand j'ai le temps. Et
Tu me disais que tu avais déjà ta patientèle, ton cabinet, ça roulait. Et les Mmh. patients, ils l'ont pris comment, cette nouvelle corde à ton arc? Alors en fait, comme j'ai inscrit, dans la salle d'attente la cotation hypnose que je pratique, ils ont été un petit peu interpellés parce que, bah, tiens docteur, vous faites de l'hypnose? Je leur explique souvent, rapidement ce que c'est. Ils sont pas plus curieux que ça quelque part. Je pense qu'ils ont confiance, ils voient que je suis quelqu'un quand même d'assez terre à terre, ils ont confiance en moi, ils se disent: «S'il fait de l'hypnose, c'est que c'est intéressant» et certains sont venus à moi d'eux-mêmes, d'autres ont dû, être poussés vers l'hypnose par mes suggestions. Mais quelque part, je pense qu'ils l'ont bien pris parce que ça a aussi impacté forcément ma façon d'aborder le patient. Ils ont dû voir qu'il y a eu un changement qui s'est réalisé, dans ma façon d'aborder, la médecine de tous les jours. Donc quelque part, consciemment ou consciemment, ils ont dû voir que ça a dû faire du mieux pour moi comme pour eux, quoi. Tu dirais que l'hypnose, ça a complètement transformé ta relation, avec tes patients? Ça l'a peaufiné, ça l'a amélioré. Tant dans la posture, la façon d'aborder certains problèmes, de comprendre aussi que le patient a des ressources en lui. Lorsqu'on est médecin, on croit qu'on est tout puissant, hein, on nous fait croire que la médecine est vraiment puissante dans tous les domaines, que les médicaments sont la solution. Et par l'hypnose, on comprend qu'en fait le patient a le pouvoir en lui, que parfois il est la raison aussi de ses douleurs, de ses soucis, et que si on l'aide à en sortir, ça peut être gage de soulagement. Donc j'ai compris quelque part qu'il fallait aborder le sujet un peu différemment, lui laisser plus de place, peut-être plus le voir de façon encore plus holistique que ce que je faisais auparavant. Donc il y a ça. Par rapport aussi aux actes difficiles, douloureux, hein, par rapport aux options, aux vaccins, par rapport aux annonces de maladies aussi, je pense que ça a permis d'avoir un autre langage, tant corporel que verbal, ouais. Est-ce que tu aurais un exemple, concret, une petite situation que tu pourrais nous décrire de qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu dis maintenant que tu ne faisais pas avant, par exemple? Hem, En fait, je pense que très simplement, j'écarte tous les mots négatifs de mon discours. J'essaie toujours de mettre des mots même quand c'est difficile, à connotation positive, annonce de cancer, douleur, et j'essaie de faire comprendre au patient qu'il a en lui bien plus de ressources qu'il croit en avoir et qu'il a sûrement des solutions qui ne sont pas encore activées, tant pour se soulager ou pour sortir d'une situation qui est difficile. Et ça, les exemples, c'est du quotidien, puisque tu sais comme moi que malheureusement les gens vont pas bien au niveau du moral, que les douloureux chroniques, il y en a tous les jours. Donc ce discours porteur de positif et encourageant, il est quotidien. Ensuite, par rapport peut-être aussi comment dire, aux sujets qui sont en difficulté morale, je pense que j'ai confiance en moi sur le fait que l'hypnose peut les aider à sortir d'une situation de stress, voire de burn-out, choses comme ça. Et mon discours est tellement assuré, mon phrasé est tellement positif que je pense que quelque part, je bascule déjà dans une perspective de mieux-être et qu'on peut ensemble par la suite travailler de façon intéressante en hypnose pour sortir d'une situation là où les médicaments n'auraient pas forcément été utiles, par exemple, ou pas assez forts. Quand on parle comme ça a l'air d'être vraiment ultra puissant comme outil. Ça a des Mais vous ne croyez limites, pas? l'hypnose? Bien sûr, puisque c'est un outil et un outil, ça fait pas le travail. Si tu prends un marteau, et enfin, je veux dire, ça reste un outil. Donc, c'est un outil pour travailler. Et le travail, comme on dit tout à l'heure, c'est le patient qui le fait. Donc, si tu veux faire dire un patient qui est pas motivé, ça ne marchera pas. Si tu veux imposer quelque chose à quelqu'un qui veut pas, bah, ça ne peut pas aboutir. Et ça a ses limites, bien sûr, parce que rien n'est puissant à 100%, rien ne marche à 100%. Mais en tant que médecin, je suis moi-même encore étonné que les situations se débloquent, que des douleurs disparaissent, que des traumatismes se rangent ou se guérissent, là où la médecine n'a pas pu apporter de réponse classique. Donc oui, des fois c'est étonnant, c'est même bluffant. Il faut quand même garder gage de sécurité, et il faut qu'on soit quand même garant de la science, faut pas non plus partir dans l'ésotérisme. L'indication doit être posée avec justesse, les objectifs doivent être définis au préalable. Il faut être en lien avec le patient, il faut motiver le patient, il faut être disponible à lui aussi. Donc il y a tout un cadrage, tout un protocole, un terreau qui est nécessaire pour que le travail soit optimal et que des fois, en effet, ce soit presque magique. C'est magique quand c'est utilisé, dans le bon cadre.
bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que il y a tout un process préalable, hein. L'hypnose n'arrive pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Les gens viennent me voir. Soit c'est des patients qui sont les miens et je leur propose l'hypnose parce que je suis en lien avec eux, parce que je connais leur histoire, je sais un moment précis de leur rencontre avec moi dans le colloque singulier qu'on partage. L'hypnose peut prendre place pour avancer. Donc là, c'est moi qui propose. Euh, Soit c'est des gens qui me sont adressés et là, c'est plus compliqué, je les connais pas. Donc ils me font déjà un mail pour évoquer leurs problèmes. Si la motivation me paraît présente, je les fais venir au cabinet un quart d'heure en discussion, qu'on se rencontre un petit peu, qu'on crée du lien ensemble. Et si l'osmose est là, si le travail paraît intéressant, je leur propose de faire une première séance d'hypnose. Et si cette première séance d'hypnose est positive pour eux, et ben on s'engage sur un process thérapeutique de 3, 4, voire 5 séances maximum. Donc tu vois, tout un cheminement aussi qui va baliser le travail pour l'assurer et faire qu'il soit optimal et efficace. Sinon, on risque en effet de s'égarer et faire un mauvais travail, quoi. Oui, l'hypnose, c'est un outil, donc il faut avoir une idée des effets qu'on attend pour Tout à la fait. situation donnée. Exactement. C'est pour ça que la première séance d'hypnose qu'on fait avec le patient, il y a à peu près, on va dire, 20 minutes, une demi-heure de travail sur papier où on définit l'objectif de soin. Quel est votre objectif de mieux-être? On dit souvent que c'est un objectif super. Super pourquoi? Faut qu'il soit spécifique au patient, hein, vraiment que à lui, qu'il soit unique, qu'il soit positif, enthousiasmant et réaliste. Donc cet objectif, on le définit ensemble, on en met les contours, on en met les étapes intermédiaires qui seront pour nous un gage de réussite. Donc voilà, on a besoin de baliser le chemin pour savoir où on va en fait. Et puis après, on a ce moment de travail en hypnose qui est un travail un peu différent d'habitude, puisque le patient prend une posture un peu différente. Moi aussi d'ailleurs, parce que lui dans un fauteuil, un peu relax, mais pas complètement non plus, ce qu'il va travailler. Moi, je suis à côté de lui, à la même hauteur que lui, sur une chaise. Et puis là, on est vraiment dans le travail vraiment pur de l'hypnose, de la transe, pour que cette transe permette la transformation du problème. Voilà. Alors, on a parlé de l'hypnose dans ta pratique, médicale, mais tu avais dit que ça avait changé, beaucoup de choses aussi dans ta vie personnelle. Est-ce que tu voudrais nous en dire un peu plus? Alors je vais parler de 2 choses très simples. La première, c'est, cette façon de voir les choses plutôt en positif, d'avoir un phrasé positif, tant avec mes enfants qu'avec moi-même. M'accorder aussi ce droit de croire que j'ai en moi des capacités, des ressources qui me permettraient de faire des choses qui me paraissent difficiles aujourd'hui. Donc j'ai des ressources en moi qui sont là, il faudra les activer quand il faudra. De croire aussi que si j'ai une difficulté personnelle, que ça soit morale, burn-out, je sais pas, souffrance, psychique, j'aurais peut-être besoin d'être sujet en hypnose pour pouvoir aller mieux. Donc c'est une perspective pour moi qui peut exister. Il est arrivé aussi face à des douleurs, notamment gastriques, ça m'est arrivé à deux épisodes, heu, quand j'ai mal à l'estomac par du stress, en l'occurrence, c'est arrivé surtout 2 fois quand j'ai dû faire des formations, pour d'autres médecins où j'étais vraiment formateur, où là j'étais un peu stressé de dire: «Bon, c'est moi qui parle et je forme des médecins qui prennent le temps de venir me voir». Donc j'avais un stress qui était là et souvent, une fois, j'ai des gastrites, si tu veux, de stress. Et je me suis rendu compte que par l'hypnose, j'arrivais à calmer ces gastrites sans prendre de médicaments. Donc je me dis, voilà, si je peux parfois soulager une douleur, apaiser une difficulté par l'hypnose, c'est intéressant à titre personnel. Donc c'est ce que j'ai expérimenté et c'est ce que j'apprends aussi aux patients des fois d'arriver à créer un état de conscience modifié pour que la contrainte, la difficulté, la souffrance, la douleur puisse être plus calme. Tu disais aussi que tu recevais des étudiants, en stage au cabinet et comment tu leur Comment ça se parles de passe? l'hypnose? Comment ouais. Bah, en fait, dès le 1er jour, je leur dis: «Écoute, tu de la chance d'être ici, parce que tu vas vivre des moments extraordinaires de partage avec les patients et avec moi. Tu vas voir que c'est complètement autre chose que l'hôpital», je crois qu'on est d'accord là-dessus. Je leur dis que tu as de la chance puisque les gens sont là et ils jouent le jeu. Depuis le départ, dès que je suis installé en 2015, j'étais très vite maître de stage. Donc ça, les gens sont habitués, les patients sont habitués à leurs étudiants, donc ils sont très, très, dociles, on va dire. Et je dis: «Tu as de la chance parce que s'ils sont d'accord pour que tu sois là, tu vas assister à des séances d'hypnose». Et tu vas voir qu'il y a d'autres réponses que ce qu'on peut croire durant les études de médecine. Et puis il y a des choses qui vont se passer devant toi, qui vont paraître parfois un peu étonnantes, parfois un peu hallucinantes. Mais le résultat, enfin les gens te diront, hein, le résultat est là. Faut qu'ils aillent mieux, faut qu'il y ait un soulagement qui soit vraiment installé.
Donc je leur dis, c'est une chance pour eux d'être là à la fois en stage de médecine générale et surtout spectateur de l'hypnose, puisque c'est quand même assez rare, je pense, de pouvoir assister à des séances d'hypnose comme ça, fait par un médecin, et que le patient soit d'accord. Ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs, des fois, ils refusent que l'étudiant soit présent. Et est-ce que les étudiants ressortent du stage en disant c'est génial, je vais aller me former à l'hypnose? Alors, ils ressortent pas du stage en disant c'est génial l'hypnose, ils ressortent du stage en disant c'est génial tout court. Euh, c'est pas de la prétention. Je crois que je passe beaucoup de temps et ils le sentent. Quand tu es passionné, tu partages et je pense que la passion, ça ruisselle, quoi. Je veux dire, il suffit qu'à côté de toi, il en prend plein les carreaux, quoi. Et ils se rendent compte qu'ici, il se passe quelque chose d'intéressant pour à la fois pour le patient comme pour le médecin. Et en effet, par l'hypnose, ils voient que je m'éclate, quoi. Ils voient que c'est une passion pour moi. Ils vont pas dire qu'ils vont se former. Par contre, ils vont dire, je sais de quoi il en ressort. Je pourrais en parler. Je pourrais en parler aux patients durant les services, durant les stages, durant les rencontres que je pourrais avoir, et je pourrais proposer l'hypnose dans certaines situations. Donc quelque part, ils ont l'information nécessaire pour eux en tant qu'étudiants, pour à la fois la communiquer aux patients, et ils ont aussi l'information pour eux en tant que sujet, si besoin. Des fois, je leur dis, tu sais, peut-être que toi, tu auras besoin, toi ou ta famille, un jour, ou jamais peut-être, mais de faire de l'hypnose pour que tu puisses apporter un soulagement sur quelque chose qui te paraît difficile à, à aborder, quoi. Intéressant. Et comment est-ce que toi tu envisages l'avenir dans ta pratique? Parce que tu t'es formé à l'hypnose, tu es devenu formateur. C'est quoi l'étape d'après? L'étape d'après, c'est Monsieur Braun, notre cher ministre, qui va définir, puisqu'en ce moment c'est compliqué au niveau du futur de la médecine générale. Donc il est vrai que quelque part, ça serait quand même conditionné parce qu'on va nous imposer. J'ai cet outil qui est là. Alors quelque part, est-ce que je vais me convertir de plus en plus à l'hypnothérapie, de moins en moins à la médecine générale, ou est-ce que je vais trouver cet équilibre enfin, je vais garder cet équilibre qui est là actuellement, c'est-à-dire gérer 2100 patients au quotidien et faire 1 heure d'hypnose le soir. Donc aujourd'hui, je ne me pose pas la question. Je voulais écrire des articles, je l'ai fait. Je voulais être formateur, je l'ai fait. Je voulais inclure l'hypnose au quotidien dans la pratique, je l'ai fait. L'étape d'après, je la connais pas. Je pense qu'elle est vraiment conditionnée par le futur de la médecine générale. Et ça, malheureusement, je ne suis pas le seul décideur, loin de là. C'est quelque chose qui te semble envisageable, toi, d'arrêter la médecine générale si les conditions d'exercice ne te conviennent pas pour ne faire que de l'hypnose? Ça me paraît compliqué, puisque j'ai toujours eu cette volonté de soigner un peu tout le monde, on va dire, hein, les petits comme les grands, et je ne vois pas m'écarter complètement de la médecine, mais j'ai peur qu'on me force à m'écarter de la médecine. Si les conditions deviennent vraiment délétères, il y a un moment où il va falloir quand même penser beaucoup à nous et un peu moins aux autres. Et peut-être que faire plus d'hypnose, que ce soit au cabinet ou pourquoi pas en structure hospitalière ou ailleurs, peut-être que ce serait une porte de secours pour moi si la situation ne s'améliore pas sur le terrain. Je ne ferme pas cette porte-là. J'aimerais pas en arriver là, mais je ne dis pas non. Je ne dis pas non. Après, de là à vivre que de l'hypnose, ça me paraît comme compliqué, tant sur un plan financier que personnel, puisque même l'hypnose, ça paraît peut-être magique comme ça et hyper efficace, ça prend du temps et des forces quand même, hein. Donc déjà quand tu fais 1 heure d'hypnose avec un patient, tu ressors fatigué. Alors c'est de la bonne fatigue, hein, mais c'est fatigant. Donc faire 5, 6, 7, 8 séances d'hypnose par jour, ça me paraît quand même très chronophage, très fatigant, et sur un plan financier, pas forcément très rentable. Donc aujourd'hui, j'ai quand même un confort de vie en tant que médecin généraliste, et j'ai pas forcément envie d'altérer ce confort de vie en faisant que de l'hypnose. Et voilà, tout ça, ça va se dessiner au fil du temps, et surtout par rapport aux conditions qui seront imposées, je pense, malheureusement. Alors je sais pas quand est-ce que cet épisode sera diffusé, mais là clairement tu fais allusion aux négociations C'est en avec cours, ouais. la CNAM par rapport à la convention C'est ça, c'est ça. qui, on va dire, régit l'exercice libéral de la médecine en France. Libéral, c'est un grand mot d'ailleurs, hein. Qui sera de moins en moins libéral et qui sera de plus en plus contraint. Donc il y a un moment, en effet, quand on a choisi de faire la médecine de ville pour être entre guillemets libre, lorsqu'on devient de plus en plus cloisonné, sous contrainte, il y a un moment, on se pose des questions, ouais, tout à fait.
En début d'entretien, tu parlais du livre de Martin Winkler, La maladie de Saxe. Et j'ai envie de te demander, est-ce que tu aurais des livres à conseiller je sais Waouh! pas moi, à un futur ou un jeune médecin, alors que ça soit sur l'exercice de la médecine ou sur l'hypnose? J'ai envie de te dire, c'est une super question déjà. C'est une super Merci. question puisqu'il y a des livres qui changent la vie, en fait, comme on dit des fois, hein. Il y a des pages qui font tourner notre propre page de vie. Oui, bien sûr, il y a plein de livres. Alors là, tu me poses un peu une colle parce que les titres en tant que tels, je vais pas forcément les avoir en tête. Mais je pense que déjà celui qui veut, comment dire? Qui veut, apprendre un peu l'hypnose, ce qu'est l'hypnose, je trouve que les livres d'Antoine Billoy sont très bien faits, des petits fascicules, des petits livres qui coûtent 7 à 10 euros contre la Fnac, hein. Sur qu'est-ce que l'hypnose, déjà, c'est une première approche qui me paraît vraiment très simple et hyper intéressante. Après, là, tu me poses une question, j'ai pas bossé dessus, quoi. Les bouquins, j'en ai plein, en plus, ils sont chez moi, faut que je te retrouve les titres. Euh, Si tu veux, tu peux ne pas voilà, me répondre maintenant. Tu m'envoies un mail et puis je oui, mettrai les références on va faire dans ça. la description de l'épisode. C'est ça. Je vais te donner deux, trois références qui sont hyper intéressantes par rapport à l'approche plus holistique, je trouve, de la médecine. Voilà, c'est plutôt ça qui est intéressant, parce que les bouquins d'hypnose, on les trouve un petit peu facilement, mais il y a des trois livres que je trouve vraiment bien sur le pouvoir du psyché, cette notion de corps-esprit, de médecine holistique, qui permet vraiment d'aborder les choses différemment. Donc ouais, je trouve que c'est intéressant, en effet, de partager des liens comme ça, et des livres qui pourraient peut-être changer la vie de certains auditeurs, là. Tout à fait. Je te propose, Nicolas, de te poser la dernière question rituelle à la consulte. Oui. Quelle est ta tenue de travail? La tenue de travail. Waouh, pareil, bonne question. La tenue de travail. Bah, elle a évolué comme ma pratique, en fait. C'est-à-dire que quand je me suis installé, j'avais la blouse, c'est la grande blouse longue là, du professeur, comme on voit à l'hôpital. Donc j'avais une grande blouse blanche. Je travaillais en chaussures de ville, en chemise sous ma blouse. Et puis, je sais pas trop quand, à vrai dire. Je dirais peut-être, bah, peut-être en même temps que j'ai commencé à faire de l'hypnose, même sûrement d'ailleurs. J'ai raccourci la blouse, puisque maintenant je suis en tunique, une tunique qui s'arrête à la ceinture avec un col Mao, euh, manches courtes, et je m'autorise maintenant des t-shirts en dessous de ma tunique, et surtout je m'autorise des baskets. Alors qu'avant je bossais en chaussures de ville, donc j'ai pris une posture beaucoup plus cool, je pense, en fait. Tu vois, c'est un beau résumé, je trouve, de mes études, et de mon évolution. J'ai quitté le costume de médecin, ce costume un peu universitaire, professoral, pour glisser dans celui d'un accompagnant, d'un mec plutôt cool, plutôt humble, beaucoup plus humble en tout cas que ce qu'on croyait au départ durant les études. Et aujourd'hui, voilà, je suis en basket, jean basket, tunique, col Mao. Voilà. Plutôt cool, quoi. Je te remercie, Nicolas, d'avoir répondu à toutes mes questions. Et à toi, merci pour ces super questions et ton accueil sur ton podcast. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous a inspiré. J'adore recevoir vos retours par mail ou via mes réseaux sociaux. Vous trouverez dans les notes de l'épisode comment me contacter. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les épisodes, à raconter vos témoignages de médecins, à me faire des propositions d'invités. Je suis toujours ravie de vous lire. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est le bouche à oreille qui lui permet de se faire connaître. Et n'hésitez pas non plus à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sympathique sur vos applications de podcast. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Podcast La Consulte. Et aussi, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Toutes les références sont dans les notes de l'épisode. À bientôt.